Ceci est un livre audio autogénéré par Google. PREMIERE partie. Le cadre général d'évaluation d'un projet. L'évaluation d'un projet s'intègre dans un vaste ensemble de travaux pouvant se situer tant au niveau de la préparation et de la conception du projet, qu'au niveau de la réalisation du projet et de son fonctionnement. Il importe donc, pour un meilleur positionnement, de présenter les contours du concept général de projet et de situer la phase d'étude visée par le présent manuel par rapport aux autres phases du cycle de vie de projet. Le concept de projet. La notion de projet reste une notion globalisante car elle évoque un vaste champ de situations très variées. D'où la nécessité de bien caractériser et circonscrire dès le départ le type de projet auquel s'applique la méthodologie d'évaluation proposée dans le manuel. 1. Définition d'un projet. Les définitions varient selon les auteurs. Ci-dessous deux définitions qui ont l'avantage de se compléter et de couvrir ensemble les caractéristiques d'un projet, généralement admises par les autres définitions. Selon l'Organisation mondiale de normalisation, ISO, dont la définition a été reprise par l'Association française de normalisation, AFNOR, un projet est un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délai, de coûts et de ressources. Selon l'Association francophone de management de projets, AFITEP, un projet est un ensemble d'actions à réaliser pour atteindre un objectif défini, dans le cadre d'une mission précise et pour la réalisation desquelles on a identifié non seulement un début, mais aussi une fin. Ces définitions mettent en relief trois caractéristiques d'un projet. Un projet est un ensemble d'activités envisagées dans le futur et visant un objectif. Un projet comporte un coût car il nécessite la mobilisation de ressources. Un projet se réalise avec contrainte de limitation de temps. Les définitions ci-dessus restent globalisantes et recouvrent une multiplicité de types de projets, à savoir les projets d'investissement, à savoir ceux qui visent une rentabilité, projets industriels, projets commerciaux, etc. Les projets de société, à savoir ceux destinés à améliorer le cadre de vie des populations, santé, éducation, transport, urbanisme, autres services publics, et ceux qui visent d'autres valeurs collectives de référence, projets humanitaires, projets politiques, projets scientifiques, etc. Les projets individuels qu'on pourrait qualifier de projets existentiels, à savoir les projets visant l'accomplissement de certains besoins personnels, projets de mariage, projets de vacances, projets professionnels, etc. Dans le présent manuel, nous nous plaçons essentiellement dans le cadre des projets d'investissement. 2. La notion de projet d'investissement. Nous voyons un investissement, productif, comme une immobilisation de capitaux sous forme de moyens divers de production, terrain, bâtiments, équipements, etc., dans l'espoir d'en tirer sur une période plus ou moins longue, des avantages financiers à travers la production de biens et ou de services dans la collectivité. En référence à cette définition, il s'avère que tout projet d'investissement productif se caractérise par la présence de 5 paramètres fondamentaux. Les dépenses d'investissement, elles sont relatives à la mise en place de l'outil de production et sont généralement concentrées dans le temps, achat de terrain, réalisation des constructions, achat d'équipements, etc. Les dépenses d'exploitation, elles sont relatives aux dépenses de fonctionnement de l'entreprise et sont étalées dans le temps, achat de matières premières, paiement de services extérieurs, paiement du personnel, etc. Les recettes d'exploitation, elles sont fondées sur les prévisions du volume des ventes, évolution du marché, évolution de la part du marché, et sur les prévisions du prix de vente, coût de production, influence de la concurrence, politique des pouvoirs publics. Le facteur temps. Compte tenu de l'immobilisation plus ou moins longue des fonds investis, le facteur temps reste déterminant dans l'évaluation de la rentabilité d'un projet, la valeur de 1 franc aujourd'hui étant différente de la valeur de 1 franc dans un an. Le facteur risque. La notion de risque est inhérente à tout projet d'investissement productif car le gain attendu, à savoir le surplus des rentrées sur les sorties de trésorerie est tout simplement espéré et n'est pas certain. En effet, toute projection dans le temps est soumise à l'incertitude.
3. Classification des projets. Les projets d'investissement peuvent être classifiés selon différents critères. Nous adopterons ici 3 critères de classification. La nature de l'investissement. L'objet de l'investissement. Le niveau de dépendance du projet avec d'autres projets. 3.1 Classification selon la nature de l'investissement. Nous distinguerons les investissements sur biens et services et les investissements financiers. A. Les investissements sur biens et services. Les projets d'investissement sur biens et services recouvrent de multiples secteurs d'activité. L'industrie, mines, hydrocarbures, chimie, bois, ameublement, textile, etc., soit toute industrie de production et de transformation de matières premières. L'agriculture, cultures vivrières, cultures industrielles, élevage, pêche, pisciculture, etc. Les services, transport, énergie, télécommunications, BTP, hôtellerie et tourisme, distribution, enseignement, santé, réparation et maintenance des équipements, etc. Dans le cadre des projets d'investissement sur biens et services, les promoteurs sont également amenés à réaliser de façon complémentaire les investissements dits stratégiques. Ceux-ci n'ont pas d'effet immédiat sur la rentabilité de l'entreprise, mais sont destinés à améliorer à long terme la compétitivité et la rentabilité du projet, de façon à assurer la pérennité de l'entreprise. Il s'agit des activités de recherche-développement, de production de brevets ou d'acquisition de licences, de formation, de publicité, d'amélioration de l'image, d'amélioration du cadre de travail des employés, etc. L'évaluation de l'opportunité de ces investissements dits stratégiques n'est pas chose aisée, mais sa sous-estimation peut être source d'échec pour le développement de l'entreprise. B. Les investissements financiers. Il s'agit ici d'une forme particulière d'investissement, car ceux-ci visent non pas la production de biens et services, mais la production des gains financiers à partir du simple placement de son capital. Donc ici, on investit son argent pour s'attendre à gagner des intérêts financiers ou des dividendes. Ces placements peuvent prendre différentes formes. Prêt d'argent, prise de participation dans les entreprises, achat des actions et des obligations, investissement dans les fonds de pension, etc. Le manuel vise essentiellement les investissements sur biens et services avec en référence les projets industriels. Mais rien n'exclut d'y incorporer les particularités liées aux autres types de projets. 3.2 Classification selon le but de l'investissement. Nous pouvons distinguer 4 types de projets selon le but recherché par le promoteur. A. Les investissements de remplacement. Les investissements de remplacement visent à maintenir l'activité au niveau actuel. On substitue donc des équipements neufs à des équipements amortis ou usés, en vue de maintenir la capacité de production de l'entreprise. Les équipements neufs ont à cet effet les mêmes caractéristiques techniques que les anciens, capacité de production, niveau des coûts de production, etc. Les investissements de remplacement sont aussi appelés investissements de renouvellement ou de maintien. B. Les investissements de modernisation. Les investissements de modernisation sont destinés essentiellement à abaisser les coûts de production, ceci par une meilleure combinaison des facteurs de production. Ce sont donc des investissements qui visent l'amélioration de la productivité ou de la compétitivité de l'entreprise, ce qui signifie que l'on produira plus pour des coûts de production inchangés, ou que ces derniers seront moindres pour un même volume de production. Les investissements de modernisation sont aussi appelés investissements de productivité ou de rationalisation. C. Les investissements d'expansion. Les investissements d'expansion sont destinés à permettre à l'entreprise de faire face à la croissance de la demande et ceci, soit par la réalisation de nouveaux investissements destinés à augmenter sa capacité de production, investissement de capacité, soit par l'élargissement de sa gamme de produits, investissement de diversification. Les investissements d'expansion sont aussi appelés investissements d'extension. D. Les investissements de création. Alors que les investissements précédents portent sur la mise en place de nouveaux actifs ayant des relations technico-économiques avec d'autres activités ou d'autres actifs déjà existants, cas d'un investissement réalisé dans le cadre d'une entreprise déjà existante,
Les investissements de création portent tout simplement sur la mise en place de projets n'ayant aucun lien avec d'autres investissements. On parle donc d'investissement de création ou de nouveaux projets. 3.3 Classification selon le niveau de dépendance. Lorsqu'on considère la nature des relations technico-économiques existant entre deux ou plusieurs projets envisagés par un promoteur, on distingue en général les projets indépendants, les projets mutuellement exclusifs et les projets complémentaires. A. Les projets indépendants. Deux projets sont dits indépendants ou compatibles, si on peut techniquement envisager la réalisation simultanée de l'un et de l'autre, et si les flux monétaires engendrés par l'un ne sont pas affectés par la réalisation ou non de l'autre. Tel est généralement le cas de deux projets, visant à satisfaire des besoins différents. En contre-exemple, la traversée payante d'un cours d'eau soit par la construction d'un pont à péage, soit par l'acquisition d'un bac, constitue deux types de projets techniquement réalisables simultanément, mais dépendants sur le plan des flux monétaires. Il s'agit donc de deux projets qui ne sont pas indépendants. Par contre, un projet de laiterie et un projet de scierie peuvent être considérés comme des projets indépendants. B. Les projets mutuellement exclusifs. Deux projets sont dits mutuellement exclusifs ou incompatibles, si la réalisation de l'un exclut celle de l'autre. On parle aussi de projets substituables. Tel est généralement le cas de deux projets visant à satisfaire le même besoin, mais selon des technologies différentes, axes routiers ou chemins de fer, ou des localisations différentes, projets proches des matières premières ou proches des consommateurs. On parlera donc de variantes d'un même projet. C. Les projets dépendants. Deux projets sont dits dépendants ou complémentaires, si l'acceptation ou le rejet de l'un entraîne l'acceptation ou le rejet de l'autre. Un exemple est le cas d'une mine, qui ne peut être envisagée que si une voie d'évacuation est réalisée. On parle aussi de projets contingents. Dans ces conditions, l'analyse doit finalement porter sur l'ensemble des deux projets considérés comme un seul projet combiné. Les différentes classifications ci-dessus des projets d'investissement ne sont certes pas exhaustives, mais elles rendent largement compte des différents types de situations d'investissement dans lesquelles peut se trouver un évaluateur de projet. Par ailleurs, il est à remarquer que de nombreux auteurs utilisent l'expression « projet de développement » pour désigner les projets d'investissement. Il s'agit d'une expression généralement utilisée par les institutions financières soucieuses de prendre en compte, au-delà des critères de rentabilité financière, des facteurs de qualité relatifs aux effets et impacts sociaux du projet. B. Le cycle de vie d'un projet. En général, le cycle de vie d'un projet comprend trois grandes phases dont les délimitations ne sont pas toujours très distinctes. La phase de préparation. La phase de mise en œuvre. La phase de clôture. 1. La phase de PREPARATION. La phase de préparation correspond à la phase de définition et de formulation du projet. Elle est encore appelée phase de développement ou phase de pré-investissement. Au cours de cette phase, différents niveaux d'études destinés à préciser de mieux en mieux les spécifications techniques et économiques du projet sont entreprises. Ces études doivent déboucher sur la prise de décision de réaliser ou de ne pas réaliser le projet. Cette période de préparation et de maturation du projet se découpe en trois étapes d'activité. Étape d'identification. Étape d'instruction. Étape de financement. 1.1 Étape d'identification. Le premier stade de la préparation des projets porte sur la réalisation des travaux d'identification, qui ont pour objet la réalisation des études diagnostiques relatives à l'analyse des problèmes et des potentialités d'un secteur, en vue de déterminer les possibilités d'investissement offertes dans ce secteur. Ces investigations entreprises pour identifier une idée de projet peuvent prendre deux formes d'études. Une étude générale entreprise dans un secteur économique donné, industrie alimentaire, industrie du bois, industrie du textile, etc. Une étude générale entreprise dans un secteur géographique donné, une commune, une province, un territoire national, etc. Les possibilités d'investissement ainsi identifiées vont alors donner lieu à l'élaboration d'un document général d'orientation 3. 1.2 Étape d'instruction. Lorsqu'une idée de projet a pu être identifiée,
Il faudrait alors passer à la phase d'étude approfondie du projet. Celle-ci passe généralement par la phase d'étude de préfaisabilité, puis la phase d'étude de faisabilité. 1.2.1 Étude de préfaisabilité. La phase d'étude de préfaisabilité par rapport à l'étude de faisabilité se justifie au regard des considérations techniques et économiques. Considérations techniques. L'étude de préfaisabilité permet la construction et la comparaison de plusieurs variantes possibles du projet. Ces variantes peuvent être établies à différents niveaux possibles: processus de production, choix des équipements, localisation du projet, etc. L'étude de préfaisabilité portera donc sur l'étude de plusieurs variantes pertinentes et permettra d'identifier la variante qui offre de meilleures perspectives pour justifier un examen plus détaillé dans le cadre ultérieur d'une étude de faisabilité. L'étude de préfaisabilité peut également envisager la nécessité éventuelle d'entreprendre au préalable des études et recherches spécifiques d'appui, études de marché, essais en laboratoire, expériences en projet pilote, études de localisation, etc. Considérations économiques. L'étude de préfaisabilité étant basée sur des données approximatives et sommaires du projet, elle permet, lorsque le projet s'avère défavorable à ce niveau, d'arrêter les études sur le projet et de réaliser ainsi l'économie d'une étude de faisabilité dont le coût est généralement élevé. Le rapport de l'étude de préfaisabilité est quelquefois appelé mémoire d'identification du projet, MIP. 1.2.2 Étude de faisabilité. La variante du projet choisie à l'étape de préfaisabilité doit, dans le cadre d'une étude de faisabilité, faire l'objet d'une évaluation plus approfondie et plus précise sur les différentes composantes fonctionnelles du projet: analyse de marché, analyse technique, analyse financière et analyse socio-économique. En somme, tous les aspects importants du projet doivent être examinés de façon approfondie dans le cadre de l'étude de faisabilité. Des plans de travail détaillés, comportant un premier cadre logique doté d'indicateurs des résultats escomptés et d'indicateurs d'impact, ainsi que des calendriers des activités et des ressources devraient être produits au cours de cette phase. La phase de faisabilité doit fournir des informations suffisantes et pertinentes pour justifier l'approbation du projet proposé à un financement. Le rapport de l'étude de faisabilité est quelquefois appelé mémoire d'avant-projet, MAP. 1.3 Étape de financement. Si l'étude de faisabilité a été concluante, il convient alors d'élaborer la demande de financement du projet et de soumettre le dossier aux organismes de financement. Après examen de la demande de financement et évaluation du projet par l'organisme de financement pressenti, une convention formelle, énonçant les dispositions financières essentielles de mise en œuvre, pourra alors être signée avec le promoteur du projet. Au cours de la présente étape, le promoteur du projet pourrait également, au-delà de la recherche de financement, adresser d'autres demandes, cette fois-ci en direction des pouvoirs publics pour solliciter des aides et appuis à la mise en place du projet. Avantages fiscaux, subventions, garanties de prêts, contrôle de prix, accords de monopole, bonifications tarifaires, etc. 2. La phase de mise en œuvre. La phase de mise en œuvre du projet comprend deux groupes d'activités: la planification opérationnelle et la réalisation proprement dite du projet. 2.1 La planification opérationnelle du projet. La planification opérationnelle du projet porte sur la réalisation de multiples tâches. Le recrutement du chef de projet. Le recrutement du chef de projet se fait sur la base d'un appel à candidature. Le découpage du projet. Le découpage du projet consiste à éclater le projet en différents lots d'activités. Le découpage du projet permettra donc de faciliter la compréhension et la manipulation d'un ensemble complexe par la détermination de sous-ensembles de moindre complexité, et de permettre un suivi efficace du projet et l'atteinte de la qualité. La planification du temps. La planification du temps consiste à ordonner les activités du projet selon leurs relations et à établir le calendrier d'exécution. L'organisation du projet. L'organisation du projet vise à définir la forme de la structure d'organisation du projet, les responsabilités et fonctions des membres de l'équipe ainsi que les méthodes et procédures de gestion du projet. La planification des moyens.
La planification des moyens porte sur la spécification des besoins en ressources humaines, en ressources matérielles et en autres ressources complémentaires pour réaliser toutes les activités prévues du projet. La planification des coûts. En se basant sur le fractionnement du projet et la planification des moyens, le chef de projet doit établir les montants exacts des besoins de financement, c'est-à-dire les coûts liés au projet. La planification des risques. Un projet peut présenter des risques à différents niveaux. Technologie de production nouvelle, délais d'exécution difficiles à contrôler, ressources financières insuffisantes, moyens matériels peu performants, organigramme mal adapté, management inadéquat, etc. La planification des risques a donc pour objet l'identification des principaux risques du projet et la mise en place d'un plan d'urgence qui permettra, par des actions préventives et de secours, de ramener la survenance du risque à un seuil acceptable. La planification du contrôle. La planification du contrôle porte sur la détermination des activités de suivi et de pilotage du projet, c'est-à-dire sur la spécification des moyens de suivi de l'évolution des indicateurs du projet en vue de pouvoir prendre éventuellement les mesures correctrices nécessaires. 2.2 L'exécution du projet. L'exécution du projet correspond à la phase proprement dite de mise en place du projet. Les opérations de construction de l'ouvrage, si le projet comporte un volet de mise en place d'une infrastructure. Les opérations d'acquisition des équipements. Les opérations de recrutement et de formation du personnel. Les opérations de management proprement dites avec comme principales activités pour le manager du projet, la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources matérielles et financières, la gestion des interfaces et le contrôle des activités. Les évaluations périodiques du projet. 3. La phase de CLOTURE. La phase de clôture et de conclusion du projet se caractérise par la réalisation de deux types de travaux d'évaluation. Une évaluation finale et une évaluation ex post du projet. L'évaluation finale a lieu juste à la fin de la mise en place du projet. Il convient en ce moment-là d'effectuer l'évaluation du projet afin de mesurer le degré de réalisation des résultats et d'expliquer les écarts éventuels entre les prévisions établies dans le dossier de faisabilité et la réalisation constatée sur le terrain. L'évaluation ex post a lieu longtemps après la fin du projet. En effet, quelques années après, en fonction de l'importance du projet, il convient d'évaluer rétrospectivement les résultats atteints par l'opération à travers les études d'impact. En somme, l'évaluation a posteriori d'un projet boucle le cycle de vie d'un projet et devrait constituer un fonds d'expérience précieux pour l'étude ultérieure des autres projets. Les conclusions et recommandations devraient être prises en compte dans la planification et la mise en œuvre de futurs projets comparables. En conclusion, il convient de relever que le terme évaluation recouvre une grande diversité de démarches dans le cadre général de la mise en place des projets. L'évaluation ex-ante évaluation ou appraisal, elle a lieu avant la mise en œuvre du projet. Elle a donc lieu au cours de la préparation du projet et porte sur les études de planification, d'identification et de préfaisabilité. C'est dans le cadre de cette évaluation que se situe le manuel. L'évaluation à mi-parcours, mid-term évaluation, ou évaluation en cours de projet, ongoing évaluation, elle a lieu au cours de la mise en œuvre d'un projet, phase pendant laquelle le financement a généralement lieu. Elle permet de suivre et éventuellement de corriger ou de réorienter le projet en cours d'exécution. L'évaluation finale, elle a lieu à la fin de la mise en œuvre du projet. Elle permet d'observer les conséquences à court terme du projet. L'évaluation ex post évaluation, elle a lieu nettement après l'achèvement du projet et elle s'intéresse aux effets à moyen et long terme du projet, impact. On parle aussi d'évaluation rétrospective ou encore d'étude d'impact. C'est les principaux axes d'évaluation. L'évaluation d'un projet s'articule autour de 4 axes principaux dans le cadre général d'une étude de faisabilité. L'étude de marché, l'analyse technique et institutionnelle, l'évaluation financière, l'évaluation socio-économique. 1. ETUDE de marche. C'est parce qu'il y a un marché à satisfaire
et qu'il est ainsi possible de réaliser un profit que vous pouvez décider de vous lancer en affaires. L'étude de marché est donc fondamentale, et les questions auxquelles l'on doit répondre de façon quantitative et mesurable, mais aussi de façon qualitative et non mesurable sont multiples. Quelle est l'utilité du produit à mettre sur le marché, et quelles sont ses caractéristiques physiques et techniques? Quelle est la taille du marché et son taux de développement? Étude de la demande, IN. Comment se présente l'environnement concurrentiel de l'entreprise? Étude de l'offre. Quelle est la stratégie marketing de l'entreprise? Confrontation de l'offre et de la demande. Cette stratégie marketing de l'entreprise sera définie en termes de marché géographique visé, de dimension du projet, de prix de vente, de mode de distribution, d'activité de promotion, de politique de la force de vente, etc. 2. Analyse technique et institutionnelle. Si l'étude du marché est concluante, il faut alors déterminer les conditions techniques et institutionnelles de mise en place du projet. A. La faisabilité technologique. L'étude de faisabilité technologique doit apporter des réponses aux questions suivantes. Quel est le procédé ou la technologie pour réaliser l'extrant? Cette technologie est-elle éprouvée? Est-il nécessaire pour effectuer des recherches et adapter la technologie? Quelles sont les conditions d'acquisition de la technologie? Quel type d'équipement faut-il utiliser? Quels sont les facteurs de production nécessaires, ressources matérielles, humaines et informationnelles? B. La faisabilité géographique. La localisation du projet doit être étudiée de manière à pouvoir déterminer si le site est bien desservi notamment par les infrastructures de transport, de communication, d'eau et d'électricité, si le site doit être situé à proximité des matières premières ou des clients du projet, si le site est situé à proximité d'un réservoir de main-d'œuvre qualifiée, si le site est soumis à des conditions climatiques difficiles, si le site implique des conditions de vie difficiles ou attrayantes pour le personnel. C. La faisabilité environnementale. Une étude d'impact sur l'environnement doit être menée pour répondre notamment aux questions suivantes. Le projet produira-t-il des déchets dangereux? Le projet polluera-t-il son environnement par le bruit? Le projet altérera-t-il l'aspect visuel de l'environnement, de façon négative? Le projet aura-t-il au contraire des effets bénéfiques sur l'environnement? D. La faisabilité politique. Le contexte politique doit être examiné afin d'identifier les facteurs qui pourraient rendre la réalisation du projet impossible ou difficile. Ces facteurs pourraient être le niveau de stabilité du régime politique en place, la position du pouvoir politique sur le projet, la proximité d'une échéance électorale ou référendaire. E. La faisabilité légale. Il importe de savoir ce que disent les lois et règlements du pays par rapport aux conditions générales de mise en œuvre du projet. L'aménagement du territoire, les appels d'offres et la passation des marchés, la protection de l'environnement, les normes de fabrication, les conditions de travail, la politique fiscale, les mesures douanières en vigueur, les dispositions du Code d'investissement. F. La faisabilité organisationnelle. L'organisation du projet vise à définir la forme et la structure d'organisation du projet, les responsabilités et fonctions des membres de l'équipe, les méthodes et procédures de gestion du projet. 3. Évaluation FINANCIERE. À partir des résultats obtenus dans le cadre de l'étude de marché et de l'analyse technique, l'évaluation financière va constituer le principal niveau de synthèse de l'étude du projet. Son objet est d'évaluer et de confronter les différents flux financiers du projet, en vue de déterminer son niveau de rentabilité et les conditions de sa viabilité. Ainsi, il s'agira généralement dans le cadre de l'évaluation financière de calculer le coût des investissements du projet, de calculer le coût de production, d'évaluer les résultats prévisionnels, d'évaluer la rentabilité intrinsèque du projet, d'apprécier le niveau de risque encouru, d'élaborer le plan de financement du projet,
D'analyser l'équilibre financier du projet. D'évaluer la rentabilité des fonds propres. 4. Évaluation SOCIOEC-ONOMIQUE. L'évaluation socio-économique constitue le second niveau de synthèse de l'étude du projet. En effet, après avoir effectué l'analyse d'un projet du point de vue du promoteur, objet de l'évaluation financière, il est souvent nécessaire de compléter l'étude par l'analyse de l'utilité socio-économique du projet. Il s'agira donc dans ce cadre, au-delà de l'objectif de maximisation des bénéfices pour l'entreprise, d'évaluer la contribution du projet à la réalisation d'autres objectifs mesurables et non mesurables intéressant la collectivité tout entière. L'évaluation socio-économique d'un projet portera sur différents volets d'étude. A. Le contexte économique du pays d'accueil du projet. Certaines caractéristiques du système économique peuvent rendre la réalisation du projet difficile ou impossible. Il importe donc d'analyser les conditions économiques du pays d'accueil. La situation générale de l'économie. Le niveau d'inflation. Le niveau de chômage. La situation de la balance des paiements. Le niveau d'endettement de l'État. La situation budgétaire de l'État. B. La contribution économique du projet. Il faut ensuite effectuer une étude pour apprécier la contribution du projet à l'économie nationale ou régionale. Il s'agit ici donc, au-delà de l'objectif de maximisation des profits financiers de l'entreprise, d'évaluer la contribution du projet à la réalisation d'autres objectifs économiques intéressant la collectivité dans laquelle s'insère le projet. La création de valeur ajoutée. La répartition de la valeur ajoutée. La création des devises. L'amélioration des finances publiques, etc. C'est l'impact social du projet. Il importe d'examiner les effets sociaux prévisibles du projet sur différents plans. La création d'emplois. La formation du personnel. La correction ou la création des inégalités sociales. La création des situations de conflit. L'aménagement du territoire, etc. Les 4 différents niveaux d'analyse ci-dessus seront abordés non pas selon une démarche strictement linéaire, mais suivant un processus itératif, comptant des cycles de rétroaction entre les différents niveaux, en fonction des différentes variantes possibles, de façon à déboucher sur une solution optimale de faisabilité du projet. Figure 1. Réalisation d'une étude de faisabilité. D. Le cadre METHODOLOGIQE d'évaluation FINANCIERE de projet. L'évaluation financière d'un projet d'investissement porte sur l'analyse du processus selon lequel une entité économique, un promoteur individuel, une entreprise, un ensemble d'actionnaires échange un montant d'argent, sorti, contre l'espérance de recevoir des montants d'argent plus importants dans le futur, entrée, l'objectif ultime de l'investisseur étant de maximiser sa richesse. Il s'agit donc en somme d'évaluer la rentabilité de l'investissement, c'est-à-dire de ramener aux capitaux investis le résultat obtenu de ces capitaux. Cela étant, quand on parle de capitaux investis, ceux-ci peuvent être entendus comme l'ensemble des capitaux propres et capitaux empruntés, ou seulement comme capitaux propres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.